Ils ne se sont fait aucune concession. Pendant 4 heures, les 11 candidats à l'Elysée ont débattu à la télévision française. Des échanges qui ont parfois été musclés. Analyse à suivre de Roselyne Fèvre, chef du service politique de France 24. L'horreur en Syrie, une attaque chimique présumée a fait 58 morts et 170 blessés à Idlib, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. L'hôpital qui accueillait certains blessés a ensuite été bombardé 2 fois. Le Conseil de sécurité de l'ONU se réunit en séance extraordinaire ce mercredi. La Guyane, toujours dans l'impasse. Ce mardi, des délégués des manifestants ont décidé d'occuper le centre spatial de Kourou. Les manifestations, elles, se poursuivent 2 semaines après le début du mouvement social. Voilà pour les titres. Bonjour et merci de nous rejoindre sur France 24. C'était donc un moment historique sous la Ve République. Les 11 candidats à l'élection présidentielle française se sont affrontés ce mardi soir dans un débat inédit. Modèle social, sécurité, chômage ou encore avenir de l'Europe. Pendant 4 heures, les échanges ont parfois été vifs entre les prétendants à l'Elysée. On va d'ailleurs écouter certains d'entre eux. Question posée, comment comptez-vous redonner du travail aux Français ? Je demanderai au Parlement de libérer le marché du travail, de permettre la libre négociation par accord majoritaire dans les entreprises sur le temps de travail, de rénover le code du travail autour des normes sociales fondamentales. Je suis en désaccord total avec ce que vient de dire M. Fillon. Pas question qu'il y ait un code du travail par entreprise, pas plus que, comme je l'ai déjà dit, un code de la route par rue. Tout ça est absurde. Et ce que M. Fillon a oublié de nous dire, c'est qu'il va faire d'abord un plan social de 500 000 destructions d'emplois dans la fonction publique, oui, pour commencer. Donc il a intérêt à créer beaucoup d'emplois s'il veut pouvoir réduire le chômage. C'est inacceptable que des personnes viennent de Roumanie, de Pologne, d'Espagne et ne payent pas les charges sociales quand nos artisans, nos indépendants les payent. Aucun d'entre vous n'a osé supprimer cette directive, vous l'avez même signée. Pour Roselyne Fèvre, chef du service politique ici à France 24, ce débat a permis aux candidats moins connus de se révéler au grand public. L'occasion aussi pour les favoris d'attaquer leur adversaire direct. On va l'écouter. Dans les petits candidats, il y a Nicolas Dupont-Aignan qui était très incisif, très présent dans ce débat. Nathalie Arthaud aussi, de Lutte ouvrière, très présente, une tirade plutôt réussie contre les souverainistes. Et dans le fond, elle leur disait vous croyez que tous les maux viennent de l'Europe, c'est pas l'Europe, c'est le problème du grand capital. Donc toujours un peu la même rengaine à Lutte ouvrière, mais elle était plutôt bonne dans ce qu'elle faisait. Alors Jean Lassalle, lui, c'est le député Berger, vous savez, celui qui chante à l'Assemblée nationale, donc qui était un peu pittoresque, on ne comprenait pas toujours ce qu'il racontait. On se demandait comment les uns et les autres n'avaient pas quelques fous rires. Parfois, Macron a esquissé un sourire, c'était difficile de ne pas faire autrement. Et puis Philippe Poutou a eu des bons moments aussi. Il a fait le show. Il s'est offert un petit show, notamment sur la moralisation de la vie politique. Et il a dit en fait un peu tout haut ce que certains pensaient tout bas, notamment vis-à-vis de François Fillon qui a réagi, qui n'était pas très content. Donc voilà, des gros candidats qui laissait un petit peu la place aux petits. Il y a eu une prise de bec entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron sur l'Europe, chacun sur, dans le fond, leurs adversaires directs, puisque tous les deux sont les favoris pour l'instant de ce premier tour. Marine Le Pen a moqué les vieilles badernes d'Emmanuel Macron sur l'Europe. Il y a eu un accrochage aussi, Benoît Hamon, Jean-Luc Mélenchon sur l'Europe également. C'est vrai que tous les deux, non pas Stallone, mais depuis le premier débat, Jean-Luc Mélenchon a dépassé Benoît Hamon, ce qui est un vrai problème pour le candidat socialiste qui essaye de rattraper, et qui a essayé d'être plus présent. Jean-Luc Mélenchon qui était plus effacé que la première fois, où il était, dans le fond, il avait joué les agents d'ambiance. Là, il était plus mesuré, parce que voilà, on ne peut pas faire à chaque fois le spectacle. Et puis Nicolas Dupont-Aignan et François Fillon, puisqu'on a vu que dans les sondages, François Fillon s'était un peu tassé et que, par magie, Nicolas Dupont-Aignan avait pris quelques points. Il s'agissait de récupérer les votes. Il s'agissait de... Voilà. Donc chacun, dans le fond, attaquait son adversaire, direct.
Où s'arrêtera l'horreur en Syrie? Ce mardi, une attaque chimique présumée a fait au moins 58 morts et 170 blessés selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Cela s'est passé dans la province d'Idleb, dans le nord-ouest du pays. Et ce n'est pas tout. L'hôpital, qui accueillait une partie des blessés, a ensuite été bombardé à 2 reprises. Cécile Galluccio. C'est un médecin bénévole de la province d'Idlib qui filme pour montrer au monde entier les ravages du gaz toxique. Car pour lui, aucun doute, Khan Cheikhoun, la ville du nord-ouest de la Syrie, a bel et bien été la cible d'une attaque chimique. Ce n'est pas du chlore, nous ne sentons pas le chlore sur ce patient. Les attaques au gaz continuent chaque jour et rien n'est entrepris pour les arrêter. Nous allons garder tous les vêtements comme preuve dans des sacs scellés. Si quelqu'un veut enquêter, s'il vous plaît, contactez-moi, on a les preuves. Vers 6h30 du matin mardi, les habitants d'Idlib ont été tirés de leur sommeil par des bombardements aériens. Depuis, les hôpitaux de la région sont débordés. Intoxication, suffocation, évanouissement. Parmi les victimes, de nombreux enfants. J'étais endormie quand on a été frappé. Je suis allée dehors avec papa, mais il y avait des blessures sur ma tête. Je me suis endormie et je me suis réveillée ici. D'autres hôpitaux sont mieux équipés et disposent de fioles d'antidote. Mais pas assez, compte tenu de la violence de l'attaque. Nous avons dû transférer des patients en Turquie, mais malheureusement la distance est longue et pendant le trajet, beaucoup de personnes meurent. Pour l'heure, l'Observatoire syrien des droits de l'homme n'est pas en mesure de donner la nature du gaz, ni même l'origine de cette frappe aérienne. À plusieurs reprises par le passé, des accusations d'utilisation d'armes chimiques ont été émises, notamment dans la région de la Ghouta, près de Damas, en août 2013. L'ONU avait alors parlé de preuves flagrantes d'utilisation de gaz sarin. Les pays occidentaux avaient tenu le régime syrien responsable de cette attaque. Damas l'avait imputé aux rebelles. Le Conseil de sécurité des Nations Unies se réunira en urgence dès ce mercredi. De nombreuses chancelleries n'ont pas tardé à pointer du doigt le régime syrien, qui a démenti catégoriquement toute implication. Le secrétaire d'État américain Rex Tillerson a prévenu, Bachar el-Assad doit rendre des comptes. Gallagher Fenwick est notre correspondant à Washington. Le communiqué de la Maison-Blanche est court, mais il faut faire très attention au langage qui est employé par l'administration américaine, qui parle d'un acte odieux, qui dit que cette attaque contre des femmes, des enfants, des innocents est répréhensible. Ce qui est intéressant, c'est que l'administration américaine mentionne la date de 2012, qui est l'année durant laquelle le président, d'alors le démocrate Barack Obama, avait dressé une ligne rouge dans le sable, semble-t-il, en disant que si des armes chimiques étaient utilisées par le régime de Damas, eh bien les Américains répondraient. Et puis ensuite, il y avait justement eu ces utilisations avérées, surveillées, observées, rapportées par des organisations, des membres de la communauté internationale sans que les Américains n'interviennent. Et c'est peut-être la raison pour laquelle eh bien, la nouvelle administration, la républicaine de Donald Trump, se sent la liberté de tenir en partie pour responsable de ce qui se passe actuellement en Syrie, et notamment cette attaque chimique à Idlib. Eh bien, le prédécesseur démocrate, ça a beaucoup fait réagir. Le porte-parole de la Maison-Blanche s'en est justifié en disant que c'était à cause de ce genre de pratiques, de paroles irresponsables qui n'avaient pas été suivies de faits, eh bien qu'aujourd'hui Bachar el-Assad se sent la liberté d'agir ainsi, puisque la Maison-Blanche tient effectivement le régime de Bachar el-Assad pour responsable de cette attaque au gaz sur la population d'Idlib. En même temps, cette Maison-Blanche refuse d'expliquer, ou plutôt de dire s'il va y avoir des conséquences, tout du moins du point de vue des Américains, si les Américains vont engager des actions de représailles, puisque vous le savez, Donald Trump se vante d'être quelqu'un d'imprévisible, et c'est une doctrine qu'il veut appliquer aussi en matière de politique étrangère lorsqu'il y a des situations de guerre comme celle-ci. En Russie, les enquêteurs annoncent avoir identifié l'auteur de l'attentat-suicide commis lundi dans le métro de Saint-Pétersbourg. Il s'agirait d'un homme de 22 ans, né au Kyrgyzstan et de nationalité russe. Le bilan s'est alourdi ces dernières 24 heures puisque les autorités parlent désormais de 14 morts, dont vraisemblablement le kamikaze Ethan Agi. À l'entrée de la station, les passants déposent quelques fleurs en hommage aux victimes. Dans les couloirs du métro de Saint-Pétersbourg, la sécurité a été renforcée, mais le souvenir de l'attentat est encore dans tous les esprits.
Les gens étaient très choqués et ne réalisaient pas l'ampleur de la tragédie. Tout était confus. J'ai vu plusieurs personnes blessées transportées dans des ambulances et ça criait de partout. Il est environ 14h30 ce lundi, lorsque le métro termine sa course dans cette station après la déflagration. Certains passagers se précipitent dehors, passent à travers les fenêtres qui viennent d'être soufflées. D'autres se frayent un passage difficilement, puis les premières victimes sont évacuées. Selon la ministre russe de la Santé, le bilan s'élève désormais à 14 morts et une cinquantaine de blessés. Les autorités affirment avoir formellement identifié l'auteur présumé de l'attentat, un jeune homme de 22 ans originaire du Kirghizstan. Un pays qui, avec la Tchétchénie et l'Ouzbékistan, a vu un nombre important de ses ressortissants rejoindre les rangs du groupe État islamique en Irak et en Syrie. Mais pour l'heure, l'attentat n'a pas été revendiqué. Et sachez qu'en signe de solidarité avec les victimes de cet attentat, la Tour Eiffel s'est éteinte ce mardi soir à minuit, tout pile, heure de Paris. Initiative de la maire de la capitale, Anne Hidalgo. Voilà pour la Dame de Fer. L'Université d'Europe centrale dans le viseur des autorités hongroises. Créée en 1991 par l'Américain George Soros, elle est accusée par le président Orbán de financer l'opposition libérale. Ce mardi, le Parlement a voté une loi qui pourrait bien conduire à sa fermeture prochaine. Ashreen Verdian. Par 123 voix contre 38, la loi est adoptée. Elle prévoit qu'aucune université non européenne ne pourra délivrer de diplôme hongrois sans accord préalable avec le gouvernement et sans avoir un campus dans le pays d'origine. Il est contraire aux intérêts de la Hongrie d'héberger de tels établissements, soutenus financièrement, qui échappent aux règles du jeu démocratique, qui ont pour objectif de nuire au gouvernement ou aux dirigeants légalement élus et qui tentent de modifier la décision des urnes. Principale visée, la CEU, l'Université d'Europe centrale, fondée après la chute de l'URSS par le philanthrope américain d'origine hongroise George Soros. Elle a formé depuis 14 000 étudiants, parmi lesquels de nombreux dirigeants d'Europe centrale. Viktor Orbán, de son côté, a lui-même été boursier de la fondation Soros durant ses études à Oxford. Or, le président hongrois accuse aujourd'hui l'institution d'ingérence dans les affaires de la Hongrie et de financer l'opposition libérale. Mais l'université CEU est très populaire, ce serait même le meilleur établissement d'enseignement supérieur du pays. Avant même le vote de mardi, des milliers de Hongrois sont descendus dans les rues pour protester contre le projet de loi. De nouvelles manifestations sont prévues à Budapest. Dans le reste de l'actualité, ce revers pour Patrice Talon au Bénin. À la surprise générale, le Parlement a refusé d'examiner le projet de révision constitutionnelle du président. Une majorité des 3/4 était nécessaire pour cela. Un projet pourtant phare de Patrice Talon avec la mise en place notamment d'un mandat présidentiel unique. 2 semaines après le début d'un mouvement social sans précédent, la Guyane reste toujours paralysée. Ce mardi, Kourou a été le théâtre de nouvelles manifestations. Des délégués de manifestants ont ensuite décidé d'occuper le centre spatial, d'où décollent les fusées européennes Ariane. Une sortie de crise semble donc encore loin en Guyane. Les précisions de notre envoyée spéciale, Fanny Lothaire. Ils cherchent tout simplement à avoir une réponse, à obtenir, à être entendu par Paris et par l'Europe s'il le faut. Derrière les grilles, les gendarmes mobilisés, des centaines de manifestants sont rassemblés par petits groupes, en famille, entre amis, entre collègues. C'est un sitting géant, on chante, on se repose, mais dès que notre regard s'arrête sur eux, les voix reprennent en chœur déterminés. Voilà ce que crient les Guyanais depuis maintenant plus de 2 semaines. Ils viennent de tout le département camper devant ce SSG, le centre spatial de Guyane, en soutien à la trentaine de représentants des collectifs qui sont toujours dedans et qui ont annoncé ne pas quitter la salle de réunion du directeur du centre spatial avant d'obtenir une réponse de Paris, une occupation pacifique. Le directeur est libre d'aller et venir s'il le souhaite. L'ambiance n'est pas du tout tendue. Le montant de leurs revendications s'élève à 3 milliards d'euros pour faire décoller la Guyane. Certains membres viennent tout juste de sortir et de s'exprimer devant une foule silencieuse, attentive par mégaphone, pour expliquer qu'ils resteraient s'il le faut jusqu'à jeudi à l'intérieur pour attendre le Conseil des ministres mercredi matin, mais aussi la venue du PDG d'Ariane Espace attendu jeudi, donc ici à Kourou, pour peser, il l'espère, dans les négociations. Et c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. On se retrouve dans 15 minutes pour un nouveau journal. À tout à l'heure.